Légitimité et royalisme, par Guy Auger. La légitimité ou l'obéissance libre, 1977. S'il est une constante dans nos sociétés modernes, c'est bien le mépris du citoyen envers les représentants du pouvoir démocratique, pouvoir auquel il est pourtant contraint d'obéir servilement au nom d'un légalisme justifié par le nombre ou l'opinion. Un Tocqueville le déplore. Quelque soumis que fussent les hommes de l'Ancien Régime aux volontés du roi, il y avait une sorte d'obéissance qui leur était inconnue. Ils ne savaient pas ce que c'était que se plier sous un pouvoir illégitime ou contesté, qu'on honore peu, que souvent on méprise, mais qu'on subit volontiers parce qu'il sert ou peut nuire. Cette forme dégradante de la servitude leur fut toujours étrangère. Pour eux, le plus grand mal de l'obéissance était la contrainte. Pour nous, c'est le moindre. Le pire est dans le sentiment servile qui fait obéir. Source: Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, livre 2, chapitre 9. Seule la légitimité permet l'unité de peuples différents dans l'honneur et le respect de leur liberté. La rédaction. L'article suivant, ici publié par VLR, est de Guy Auger, Légitimité et royalisme, la légitimité, numéro 13, décembre 1977. Grand 1. La légitimité ou la transcendance en politique, où l'autorité obéit librement. L'idée de légitimité répond au double souci de justifier le droit au commandement des gouvernants et le devoir d'obéissance des gouvernés. D'une certaine manière, comme le pensait Ferrero, Dans Pouvoir, les génies invisibles de la cité, Paris, 1945, p. 22. elle est une exorcisation de la peur réciproque des dirigeants et des dirigés, une sorte de purification du pouvoir qui, une fois légitimé, se distingue de la force nue. Consacrant le titre au commandement du chef, la légitimité exprime pareillement, dans un mouvement réciproque, la subordination de ce chef au principe supérieur qui l'investit. Ce n'est pas le consentement du peuple qui fonde la légitimité du pouvoir. Contrairement à ce qu'affirment les démocrates, c'est parce qu'il existe un pouvoir légitime que ce consentement lui est acquis et qu'il peut exercer paisiblement ses prérogatives en obligeant les consciences. De même, et contrairement à ce que pensent les tenants d'une théocratie royale, ce n'est pas le sacre qui fonde la légitimité. C'est parce qu'il préexiste un roi légitime que l'onction le consacre et le déclare à la face du monde dans sa relation de déférence envers la source divine de l'autorité. En France, en effet, dans la doctrine de la monarchie statutaire, telle qu'on la dégage à partir des XIVe-XVe siècles sous les Valois, le sacre n'était pas constitutif de la royauté. Le légitimisme est l'expression historique la plus ancienne de la recherche d'un pouvoir monarchique justifié, hanté sur la légitimité. Originairement, le concept de légitimité fut lié à l'essence même de la tradition monarchique chrétienne. Grand 2. Survol historique de la légitimité. 2.1. Dans les États antiques, pouvoir et autorité sont mal distingués. L'Antiquité païenne, s'il lui était arrivé parfois de pressentir l'importance du problème, n'avait jamais eu vraiment les moyens de le résoudre. L'État antique ne reconnaissait au-dessus de lui aucune autorité capable de le retenir sur la pente de la tyrannie. Le pouvoir s'y confondait avec la force de l'homme chargé de l'exercer. Et, s'il était indigne, se trouvait profané avec lui. 2.2. La distinction chrétienne entre la personne et la fonction royale. L'Église chrétienne sut, la première, dissiper cette confusion. Dans sa doctrine médiévale du ministère royal, elle distingua entre la fonction et l'homme qui s'en trouvait revêtu, ce qui revenait à institutionnaliser la monarchie ou la couronne. Un célèbre canon du 8e concile de Tolède, au milieu du 7e siècle, affirmait « Ce qui fait le roi, ce n'est pas sa personne, c'est le droit. » Autrement dit, l'obéissance ne va pas à un individu ou à un régime, mais au bien commun qu'ils ont pour mission de poursuivre, c'est-à-dire, finalement, à Dieu en qui ce bien s'enracine, puisque tout pouvoir vient de Dieu, et c'est Dieu qui oblige en conscience. 2.3. Prémisse augustinienne, apogée thomiste et décadence post-révolutionnaire. Mais, d'emblée, quelques remarques s'imposent. D'une part, l'apport chrétien à la théorie de la légitimité s'est manifesté selon des théologies et des philosophies variées,
Il y a loin de l'augustinisme politique au très abouti thomisme, et dans une civilisation plus unanimement cimentée que la nôtre par la foi religieuse. D'autre part, la chute de la royauté capétienne, les nouveaux régimes qui se sont succédés, les divisions intestines des monarchistes qui en furent la conséquence, l'apparition d'un parti légitimiste, l'éclatement de la chrétienté, la résurgence sociologique d'un concept de légitimité politique relativisé ont quelque peu obscurci les choses et nécessitèrent de nouvelles réflexions sur le sujet. Grand 3. Deux conceptions opposées de la souveraineté. 3.1. La souveraineté par la transcendance ou légitimité. La force admirable de la légitimité royale chrétienne telle que l'avaient conçue, somme toute, les doctrinaires de l'augustinisme politique, reposait non seulement sur une vision cléricale de l'univers, où le temporel se subordonnait au spirituel, où la raison blessée s'en remettait entièrement à la révélation, où la grâce soumettait la nature comme la cité de Dieu intégrait la cité des hommes, mais encore sur la communauté de foi entre gouvernants et gouvernés, sur cette manière de communication de l'intérieur qui rendait possible la loyauté confiante des sujets autant que le sens des responsabilités chez le prince, comptable sur son salut éternel du destin de ses peuples. Cette communauté de foi entre le monarque et ses sujets a longtemps survécu aux premiers essais de théocratie et de sacerdotalisme. Elle a permis l'extraordinaire prestige du roi ainsi que le capital de confiance dont il était entouré. Plus tard, la perte de la communauté religieuse, les progrès du scepticisme ont fait substituer aux freins moraux internes de naguère des mécanismes et des automatismes externes de type constitutionnel. 3.2. La souveraineté par la volonté générale, un pouvoir auto-justifié, donc sans limite réelle, donc totalitaire. Seulement, entre-temps, s'était développée, puis épanouie à l'époque moderne, une théorie de la souveraineté mal connue ou totalement ignorée du Moyen Âge. Celle-ci fut portée à son paroxysme à la faveur de la Révolution française. Alors que la souveraineté royale, même au plus beau jour de l'absolutisme bourbonien, restait un moyen au service du bien commun et n'avait jamais prétendu trouver en elle-même sa propre justification, la souveraineté nationale nouvelle, posée comme expression d'une volonté générale de type plus ou moins rousseauiste, faisait triompher le positivisme juridique. Le peuple devenait un souverain qui n'avait nul besoin d'avoir raison pour valider ses actes et dont la volonté seule créait la loi. On s'ingénia, certes, à limiter, à borner, au moins dans un premier moment, les prérogatives de l'exécutif à travers le dogme de la séparation des pouvoirs, mais on laissait sans aucun contrepoids de principe la puissance législative souveraine. Et cela, quoi qu'on ait pu dire, constituait bien davantage qu'un simple changement sur le titulaire de la souveraineté, c'était une mutation fondamentale du concept lui-même, la porte ouverte au totalitarisme. Car le tyran de naguère pouvait bien s'arroger en fait la toute-puissance, il trouvait toujours en face de lui quelque Antigone pour lui rappeler l'existence de principes supérieurs. Au contraire, le souverain du nouveau régime issu de la Révolution aimait cette prétention formidable d'être non point canal ou interprète du droit, mais source de tout droit, de toute justice, de toute légitimité. Selon la forte formule de Jean Madiran, la loi expression de la volonté générale mettait au pluriel le péché originel. De Jean Madiran, On ne se moque pas de Dieu, Paris, 1957, page 61. Peu importe qu'ensuite le totalitarisme ait varié, s'incarnant tantôt dans une assemblée collective, tantôt dans un chef charismatique plébiscité, ou que la nature des choses et la force des traditions lui aient opposé quelques obstacles, la prétention révolutionnaire subversive demeurait. 3.3. De la majorité démocratique comme expression de la volonté générale. Pour faciliter les choses, il s'est trouvé qu'on a lié, assez arbitrairement du reste, la technique de représentation électorale et de votation majoritaire à la nouvelle souveraineté populaire. Ces rapprochements n'avaient rien de nécessaire. Ils eussent certainement choqué les Athéniens contemporains de Périclès, pour lesquels seul le tirage au sort exprimait l'égalitarisme démocratique, tandis que l'élection ressortissait à l'aristocratie. Quant au vote majoritaire, il avait été redécouvert par les clercs du Moyen-Âge à titre de simple expédient, pour échapper aux inconvénients graves de l'indécision et à la nostalgie unanimiste. On ne prétendait pas, ce faisant, que l'addition des voix désignât raisonnablement le meilleur, le procédé n'avait rien de parfait, on le savait empirique et grossier,
et l'on entendait volontiers la meilleure part comme devant être la senior pars, une majorité plus qualitative que quantitative. On peut consulter sur ce sujet divers articles très instructifs de l'historien belge Léo Moulin et Parex. Les origines religieuses des techniques électorales, revue interne d'histoire politique et constitutionnelle, 1953. De même, l'idée ancienne de représentation politique et sociale, qui a beaucoup évolué à travers l'histoire de notre Occident, n'était pas liée à un rite électoral. Beaucoup de recherches d'historiens et de sociologues à ce propos. Bornons-nous à signaler la communication de René Gilloin, Gouvernement et représentation dans la revue des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 4e série, 1958, 2e semestre. Le roi héréditaire, le curé ou le seigneur du lieu, pouvait aussi bien représenter le populus que le député élu du bailliage. Le lien contemporain entre élection et représentation n'a pas de fondement rationnel. Quant à la sacralisation du principe majoritaire conférant à la moitié plus un des suffrages exprimés une valeur d'oracle, ce n'est pas du mysticisme, c'est de la mystification, René Gilloin. Et alors, de deux choses l'une, Ou bien l'on prend au sérieux cette mystification, et elle mène en droite ligne à la plus abominable des tyrannies, celle qui contraint les âmes et que l'époque contemporaine a eu le privilège de tester, ou bien on retombe sur un expédient arithmétique dérisoire chaque fois qu'il s'agit de prendre une décision fondamentale. la prétendue solution démocratique, dont se gargarisent à l'envi nos actuels politiciens, ne sait qu'osciller entre cette difformité et cette infirmité. Impossible, par conséquent, de ne pas ressentir l'échec, l'incomplétude, la vanité et aussi le perpétuel danger de la nouvelle légitimité populaire. Chaque campagne électorale, si besoin en était, nous le rappellerait par d'instructives leçons de choses. Grand 4. Le retour en grâce de la légitimité. 4.1. Une légitimité d'abord bannie du vocabulaire politique. Or, assez curieusement, le souci de légitimité est revenu à l'honneur. Le droit constitutionnel de nos successives républiques l'avait pourtant soigneusement banni de son vocabulaire, n'était-il pas contaminé de royalisme et de la pire espèce? Depuis Talleyrand, depuis 1830, depuis le comte de Chambord? Le mot ne faisait-il pas horreur aux démocrates précisément parce qu'il évoquait une zone de vérité qui aurait pu s'imposer même au peuple, définie par hypothèse comme l'oracle souverain de la vérité? Les royalistes eux-mêmes, gagnés qu'ils étaient à la cause des princes d'Orléans, ne tenaient pas tellement à s'y risquer, sentant bien que ce terrain serait branlant. 4.2. Une légitimité au centre de la question politique. Mais une sorte de besoin existentiel, si l'on ose dire, a remis à jour cette vieille et complexe notion. Ce furent d'abord les sociologues allemands de l'entre-deux-guerres, Max Weber, qui s'y intéressèrent, puis des historiens, Guglielmo Ferrero, et enfin, en France, à travers le double drame de Vichy et de l'Algérie, De Gaulle et ses fidèles. Comme toujours, spécialement à droite, on commença par ironiser. Puis on se mit à y réfléchir. Le sujet reste largement en friche. Il concerne au premier chef les politologues et les royalistes. Ceux-ci semblent y revenir. Pierre Boutan fut un précurseur dès l'époque de la nation française avec le sociologue Jules Monroe, puis un Gérard Leclerc à la NAF, se montre sensible à certains aspects de la question. Elle vaudrait certainement qu'on la creuse davantage que ne l'a fait Philippe de Saint-Robert. Où en sont donc à cet égard, de façon plus générale, les royalistes et comment se situer par rapport à eux? Note, nouvelle action française fondée en 1971 par Bertrand Renouvin, Yvan Aumont et Gérard Leclerc. En 1978, la NAF devient la NAR, Nouvelle Action Royaliste. Grand 5. Légitimité et royalisme. 5.1. L'orléanisme, de l'ambition de cadet à la revendication des principes révolutionnaires. Le devant de la scène reste occupé par les orléanistes, bien que cette étiquette, un rien polémique et vieilli, ne soit que partiellement adéquate et ne traduise pas assez le renouvellement des idées qu'elle connote. L'orléanisme a des origines lointaines. Les renonciations imposées par l'Angleterre au traité d'Utrecht de 1713 préparaient ouvertement les revendications dynastiques de la branche cadette aux dépens de la postérité du petit-fils de Louis XIV, devenu Philippe V d'Espagne. Voir Paul Watrin, La tradition monarchique, de la nullité des renonciations à la couronne, de Philippe V duc d'Anjou, lors du traité d'Utrecht, Paris, 1916.
Il est bon à cet égard de rappeler les termes d'une réponse de Lord Bolingbroke, négociateur anglais, au marquis de Torcy, l'envoyé de Louis XIV, qui objectait l'indisponibilité de la couronne et la pérennité des lois fondamentales françaises. Voir le cours du professeur Franck Bouscaut de l'Université de Rennes, Les lois fondamentales du Royaume de France, ou la publication des professeurs Jean Barbet. Nous voulons bien croire que vous êtes persuadés, en France, que Dieu seul peut abolir la loi sur laquelle le droit de votre succession est fondé. Mais vous nous permettrez d'être persuadés, dans la Grande-Bretagne, qu'un prince peut se départir de son droit par une cession volontaire, et que celui en faveur de qui cette renonciation se fait peut être justement soutenu dans ses prétentions par les puissances qui deviennent garantes du traité. C.F. Bolingbroke, lettre 1, 1808, page 155. Mais ce qui aurait pu ne rester qu'une médiocre intrigue dynastique stimulée par des influences étrangères, a revêtu l'allure d'un grand schisme en rencontrant cette ligne de faille de l'histoire de France qu'est la Révolution. Désormais, les querelles personnelles ou les ambitions de cadets allaient s'hypostasier en un différend doctrinal pour ou contre les principes de 89, pour ou contre la légitimité nouvelle. À l'instar du bonapartisme, encore que de façon très différente, l'orléanisme c'est la Révolution. L'orléanisme est assurément moins sympathique aux légitimistes que le bonapartisme dans la mesure où il représente une brisure dans la maison royale, une défection dans le camp royaliste. Le bonapartisme, lui, n'a jamais utilisé de semblables équivoques pour capter des partisans. Du reste, les impérialistes, que n'ont-ils sauvé ce mot, abandonnés aujourd'hui à la logomachie marxiste, se sont souvent montrés plus généreux socialement, et plus traditionnalistes politiquement, que le libéralisme orléaniste des notables. L'attitude de l'actuel prince Napoléon, comparée à celle du comte de Paris, confirme ce sentiment. Révolution orléaniste libérale, arrêtée en sa première phase peut-être, quasi-légitimité armoriée d'une couronne, cautionnée par des princes réputés bleus ou même rouges. Révolution néanmoins, spécialement au regard de la tradition monarchique, puisque poussée jusqu'au régicide assumé, jusqu'à l'usurpation glorifiée, jusqu'au principe de 89 chéris, jusqu'à la banalisation bourgeoise de l'institution royale. 5.2. La légitimité dénigrée, tant par l'orléanisme libéral que par l'orléanisme maurassien. Le légitimisme, au contraire, a toujours incarné la loyauté traditionnelle, celle qui refuse de saluer la Révolution comme l'aube radieuse d'un irréversible progrès de notre histoire. La filiation est nette. Les légitimistes procèdent de l'ultracisme, de l'école catholique contre-révolutionnaire, de l'intransigeance du comte de Chambord. Nul n'ignore la thèse répandue à leurs dépens par la majorité des royalistes contemporains et reprise sans beaucoup d'esprit critique par des historiens du XIXe siècle. À cause de leur aveuglement réactionnaire, les légitimistes auraient bloqué les possibilités de restauration entre 1848 et 1873. En tant que mouvement politique distinct, ils se trouvèrent ensevelis sous les plis de leur drapeau blanc à la mort d'Henri V en 1883. Et il serait malhonnête, contraire à l'intérêt royaliste, de prétendre exhumer de ses cendres une querelle dépassée. D'ailleurs, fait-on valoir, le légitimisme en mourant a triomphé d'une certaine manière en étendant le bienfait de son principe, reconnu post-mortem, mieux vaut tard que jamais. Au prince d'Orléans désormais seul, dépositaire des droits de la Maison de France. On ajoute que l'orléanisme aussi a disparu dans l'opération et que la fusion a confondu l'ensemble des royalistes de l'une et l'autre obédience dans une touchante unanimité autour du premier comte de Paris, devenu en signe de gratitude non point Louis-Philippe II, mais Philippe VII un partibus. Par la suite, le fusionnisme. Voir Guy Auger, Succession de France et règles de nationalité, édition La Légitimité, diffusion DUC, Paris, 1979, pages 5 à 8. Expression plus objective que celle d'orléanisme, s'est encore métamorphosé doctrinalement grâce au génie de Charles Maurras, qui a opéré la synthèse contemporaine des divers courants contre-révolutionnaires sur la base du nationalisme intégral et de l'empirisme organisateur, derrière le principe dynastique représenté par la Maison de France, Curpuma la branche d'Orléans. 5.3. La division. Héritage d'un fusionnisme artificiel des royalistes autour des Orléans. Le malheur est que cette version officielle ne résiste pas à l'examen, et que l'unification des royalistes par la synthèse maurassienne, dont on prétend être une justification pratique,
à condition qu'elle ait pleinement existé, a éclaté sous nos yeux de manière spectaculaire. À la fin des années 60, la nouvelle Action française, NAF, d'obédience socialiste, se démarque de la nationaliste Action française, note de VLR. Que sont devenus, en effet, ces fusionnistes qui reconnaissent, avec plus ou moins d'enthousiasme, les princes d'Orléans comme les dépositaires de notre tradition royale? La plupart sont maurassiens, mais pas tous. Tel candidat nafiste de l'Ouest se démarque agressivement de Maurras. Et ils ont, en tout cas de Maurras, des lectures sensiblement divergentes. Un certain nombre sont proprement des orléanistes de conviction, du côté de la nouvelle Action française, dissidente de la vieille AF continuée. Qualifiés de gauchistes, se réclamant de fait avec effusion de mai 68, assez bien introduits dans les masses médias, frottés à la culture universitaire dans le vent, intelligents et d'autant plus agaçants pour leurs frères ennemis, les nafistes sont littéralement honnis par les maurassiens de stricte observance et par toute l'extrême droite en général. Ils représentent à nos yeux les derniers héritiers conséquents de l'orléanisme doctrinaire, avec ses séductions, que nous reconnaissons volontiers ici, sans sectarisme, ses impuissances, ses outrances et ses illusions. Mais ils se trompent de sujet, et le flirt poussé qu'ils sont amenés à pratiquer avec la gauche trahit assez l'impasse dans laquelle ils sont fourvoyés. On peut regretter qu'ils y sacrifient parfois de beaux talents intellectuels. D'autres maurassiens ne se sont ralliés aux Orléans qu'à leur corps défendant, par discipline, par héroïsme ou par ignorance du droit historique, en dépit de leur hostilité à la personne du comte de Paris et de leur haine souvent vive de la branche d'Orléans. Pendant longtemps, l'éminent historien qu'est M. Bernard Fay a écrit dans Aspects de la France d'excellentes chroniques vouées à l'exécration de l'orléanisme qu'il abhorre au moins autant que nous. Il ne paraît pas que les lecteurs aient protesté de leur indignation. Tel est le cas pour beaucoup d'adhérents de la Restauration nationale, c'est-à-dire l'AF continuée, avec son hebdomadaire Aspects de la France, qui magnifie le comte de Paris dans l'abstrait, mais n'ose pas souvent reproduire les déclarations politiques de son prétendant. Ou même de la FUERF et des divers groupements intermédiaires, dissidents de la dissidence surgis ces dernières années. Ceux-ci éprouvent le besoin d'un nécessaire renouveau, mais ne savent trop comment y parvenir. On pourrait en outre trouver, spécialement dans les milieux qualifiés d'intégristes catholiques, des anti-orléanistes résolus, sorte de royalistes sans prince par désespoir dynastique. Ils accusent le comte de Paris de trahison, et souvent à la recherche d'un roi plus ou moins mystique. Force ratée, on la note en diagnostiquant qu'il s'agit moins de pluralisme que de désordre des esprits dans l'univers, pourtant réduit en nombre, des royalistes français. Dans la dérive générale, la division ne règne pas seulement sur la personne ou les idées du prétendant, elle s'étend, l'actualité électoraliste l'atteste, sur des choix importants, la tolérance à apporter au régime établi, au gaullisme, au chiracisme, au giscardisme, l'acceptation ou le refus de l'Europe supranationale, les rapports avec les États-Unis, Israël, le tiers-monde, la défense nationale, la philosophie, la religion, le pape, d'autres thèmes encore, sans aucun doute. Devant cette cacophonie, quelques esprits soucieux d'union s'efforcent au syncrétisme. D'aucuns parlent de sociabilisme synthèse à laquelle aboutissent le socialiste Gaston Defferre et le catholique traditionnaliste Jean Housset, l'auteur célèbre de Pour qu'il règne, note de VLR. Ils estompent les oppositions, soulignent avidement les concordances, mais réussissent surtout à braquer contre eux les appareils et les fanatiques. Il est étonnant de constater parfois, à travers le courrier reçu, à quel point des royalistes restent sectaires et intolérants pour tout ce qui ne relève pas strictement de leur chapelle. Quoi qu'il en soit, il manque une clé pour rendre compte d'un œcuménisme royaliste réel ou pour le promouvoir. Que peut, de son côté, offrir en propre le courant légitimiste? Grand 6. L'irrésistible tradition légitimiste. 6.1. Le légitimisme actuel, ou le choix de l'intelligence et du cœur. Récusons pour commencer une désobligeante idée reçue. Pourquoi les légitimistes, sous prétexte de leur traditionnalisme, seraient-ils a priori les seuls partisans imbéciles et bornés d'une monarchie anachronique, ceux qui n'auraient rien appris ni rien oublié? Cette description tendancieuse dans laquelle on les caricature parfois pour refuser d'entrer dans le fond du débat ne rehausse guère le niveau des discussions entre royalistes. Elle est, du reste, absurde,
car même en la supposant vraie pour une génération de chambordistes, il ne subsiste plus, de nos jours, en France, de royalistes de la mémoire, de témoins oculaires des institutions monarchiques. En sorte que la plupart sont arrivés au royalisme quel qu'il soit, non par routine paresseuse, ainsi qu'on devient spontanément républicain ou démocrate, mais au prix d'une conversion de l'intelligence et du sentiment. 6.2. Un légitimiste est ferme dans les principes, ouvert à la réalité et aux études récentes, mais rétif aux idéologies. Si les légitimistes s'efforcent de ne pas trop perdre le goût de l'histoire, qui constitue l'expérience politique des nations, ils n'en sont pas moins que d'autres adeptes d'une tradition critique et soucieux d'une saine ouverture au monde réel. On ne doit pas refuser une capacité d'enrichissement et d'adaptation au modèle monarchiste, souplement ajusté par l'hérédité aux générations successives. Mais autant il serait vain de dédaigner l'enregistrement de faits déplaisants qui modifient les données du réel, 1789, 1917, une République française devenue séculaire, avec sa contre-tradition, l'éclatement des empires coloniaux de l'Occident. Autant il est dangereux de les canoniser en tant que tels et de se vautrer devant un prétendu sens progressiste de l'histoire majusculaire. À force de vouloir épouser leur siècle, certains royalistes bardés de bonnes intentions, avides d'aggiornamento et désireux d'échapper au ghetto, se laissent piéger au mirage du modernisme. Les légitimistes refuseront de sacrifier aux idoles de la mode s'ils ne dédaignent pas systématiquement l'étude des idées contemporaines qui apportent une part de vérité. Ils restent résolument à contre-courant, sachant bien qu'on ne triomphe pas de l'erreur en s'y abandonnant. Cette précaution exprimée, on reconnaîtra volontiers que les légitimistes peuvent assumer un certain nombre de convictions soutenues par des royalistes formés à d'autres écoles, la répugnance pour le régime démocratique, la conviction que la monarchie héréditaire, comme le dit Jean Dutour, dans une lettre adressée au dernier banquet des Amis d'Aspect de la France et citée par cet hebdomadaire, numéro 1526 du 22 décembre 1977, page 9. L'intéressant rapprochement que Jean Dutour effectue à l'égard des idées monarchistes ne date d'ailleurs pas d'hier. Il émane d'un esprit non conformiste. Reste le mode de gouvernement le plus raisonnable et le plus commode qu'aient jamais inventé les hommes. L'intérêt du cœur et de la raison porté au phénomène dynastique, il partage cela avec beaucoup d'autres. 6.3. Ne pas rejeter tout Maurras, malgré son idéologie positiviste et nationaliste. De nombreux légitimistes ont reçu une formation maurrassienne, et tous ne répudient pas le vieux maître du néo-royalisme, même s'ils n'épousent pas, ou plus, l'ensemble de ses conclusions et de ses partis pris. À l'hostilité réciproque manifestée avec quelque virulence dans le passé, il est bien évident qu'il faut préférer la complémentarité du dialogue. On doit simplement faire observer que Maurras n'est pas un système et qu'il n'est pas seul dans ce qui serait un désert intellectuel de l'Occident. N'engageons pas sur sa pensée, aux facettes d'ailleurs multiples, une querelle hors de saison. On peut venir au légitimisme avec Maurras, malgré lui ou sans lui. On puisera toujours avec profit dans ses critiques impitoyables et tonifiantes de la démocratie, mais sa sensibilité, plus monarchique que royaliste, marquée par le positivisme et le nationalisme de la fin du XIXe siècle, n'est pas exactement celle de la tradition légitimiste, qu'il n'a que partiellement intégrée et assez profondément édulcorée. Note, il est juste, toutefois, de rappeler que Maurras a toujours respecté, et, au moins jusqu'à un certain point, compris l'attitude du comte de Chambord, contrairement aux orléanistes de Tripes qui n'ont jamais eu que sarcasme pour le roi du Grand Refus. Grand Sept, qu'est-ce que le légitimisme? 7.1. Le légitimisme et la fidélité au droit royal historique français. Le légitimisme se distingue en premier lieu par sa référence au prince légitime. Les royalistes doivent savoir, au-delà de toute polémique, que le comte de Paris, qui les déçoit souvent si cruellement, n'est pas le successeur désigné par nos lois fondamentales au trône de la troisième race. Il n'est que le rejeton de l'usurpation Louis-Philipparde de 1830, le roi de la Révolution. Fidèle, par conséquent, à lui-même, à sa famille, à sa propre tradition libérale ou tricolore quand il condamne Maurras, qu'il vomit l'extrême droite,
qu'il vante la démocratie et se compromet avec les successives républiques du désordre établi. Il ne trahit pas, il incarne autre chose que la monarchie traditionnelle. En s'appuyant sur le droit royal historique français, qui, servant de fondement à une revendication dynastique enracinée dans notre passé, ne peut qu'être rigide, les légitimistes montrent que le roi, suivant la dévolution établie sous l'Ancien Régime, est nécessairement l'aîné. Note, l'aîné certains s'entendent ce qui écarte, pour émouvante qu'elle puisse paraître, la cause de la survivance. Nous avons toujours tenu à souligner ici que nous ressentions comme authentiquement légitimistes la préoccupation de ceux qui cherchent à savoir si la postérité de Louis XVI a survécu. Le titre de notre bulletin ne fut-il pas porté naguère par un journal nondorfiste. Mais le zèle des nondorfistes a parfois porté plus de tort que de profit à la thèse qu'ils cherchaient à soutenir. Cette cause reste ouverte pour l'histoire, que l'on appelle à tort petite. En revanche, sur le plan du droit politique, le bénéfice du doute joue à l'encontre d'une éventuelle identification Nondorf-Louis XVII, car le sang de France ne se suppose pas. Que les renonciations, contraires au principe de l'indisponibilité de la couronne, ont toujours été considérées comme nulles, que la prétendue règle de nationalité, évident anachronisme, est en réalité une loi de sanguinité capétienne, qu'enfin le comte de Chambord, en dépit de la légende et des faux, n'a jamais reconnu les Orléans pour ses successeurs de droit. 7.2. Le roi de France désigné par le droit est le duc d'Anjou. celui que désigne la vieille coutume, est donc aujourd'hui Monseigneur le duc d'Anjou et de Cadix, aîné des Capétiens, petit-fils d'Alphonse XIII, désormais écarté du trône ibérique et pleinement disponible pour la France lorsque celle-ci songera à ses traditions dynastiques. Note, d'aucuns font grief au prince de ne pas résider en France. Mais, que l'on sache, ni ces légitimistes sourcilleux, ni la République ne versent de liste civile au chef de la maison de Bourbon. Et les contingences évidentes qui le retiennent présentement en Espagne n'enlèvent rien à son rang dynastique ni à sa disponibilité, ses fréquents séjours en France le prouvent. Le prince n'a jamais renié la légitimité qu'il incarne et qu'il est parfaitement conscient d'incarner. Certes, nous parlons librement et sans le compromettre en rien. Mais les orléanistes devront se faire une raison, le temps n'est plus où l'on croyait pouvoir en appeler des Blancs d'Espagne aux Bourbons d'Espagne. À la limite, on pourrait considérer que la revendication légitimiste s'arrête là et que tout le reste est affaire d'options libres. Mais nous croyons possible d'aller plus loin, et de préciser davantage ne serait-ce qu'une tonalité. 7.3. Le légitimisme, ou la défense de la loi naturelle et de l'autorité. C'est qu'en effet la notion de légitimité ne se réduit point, nous y avons insisté, à une dispute de juristes. Elle confère un certain contenu au concept même de royauté. Aussi le légitimiste n'a-t-il pas dit son dernier mot en identifiant l'héritier présomptif du trône de France. Déjà, durant l'Ancien Régime, les lois fondamentales étendaient leur ressort à divers domaines. La primogéniture masculine s'accompagnait de la catholicité, de l'inaliénabilité du domaine, et d'aucuns allaient jusqu'à soutenir que certaines structures de la nation organisée en relevaient. En tout cas, la catholicité, à elle seule, postulait l'adhésion non seulement à une religion d'État professée comme signe de l'unanimité nationale. Cette communauté de foi, hélas, n'existe plus. Mais, nous le rappelions en commençant, à une théorie des sources et des finalités du pouvoir politique. Cette théorie fut diversement conçue selon les époques et les écoles. À l'augustinisme politique, ce cléricalisme du haut Moyen-Âge dont on ne niera pas la grandeur, il est permis de préférer la doctrine thomiste du droit naturel classique. Note, Guy Auger, la lettre aux amis de la légitimité, Saint Thomas d'Aquin ou la foi et la raison, numéro 14, juillet 1974. Lequel ne se confond ni avec le droit surnaturel, ni avec l'individualisme rationaliste et laïciste du contrat social moderne. L'authentique droit naturel des penseurs réalistes s'adapte à une civilisation pluraliste et mouvante, où la politique, tout en observant une nature créée par le Tout-Puissant, reste l'objet d'une recherche humaine. Mais les hommes y font révérence au Créateur, à la loi morale naturelle, aperçoivent le mystère de l'autorité. Note, la philosophe Hannah Arendt le remarque aussi. L'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. La crise de la culture, Folio Essai, p. 140. Par ailleurs,
La source de l'autorité dans un gouvernement autoritaire est toujours une force extérieure et supérieure au pouvoir qui est le sien, c'est toujours de cette source, de cette force extérieure qui transcende le domaine politique, que les autorités tirent leur autorité, c'est-à-dire leur légitimité, et celle-ci peut borner leur pouvoir. La crise de la culture, Folio Essai, p. 128. Et ne répugne point à solenniser dans l'onction du sacre cette subordination du prince à Dieu. Il reste que ce n'est pas le moindre mérite du thomisme, ou plutôt du génie personnel de l'Aquinate. L'Aquinate est le surnom donné à saint Thomas d'Aquin, note de VLR. Médiocrement compris de ses continuateurs que d'avoir décléricalisé la politique et le droit. Au XXe siècle autant qu'au XIIIe, on en peut mesurer le prix. 7.4. La monarchie légitime, ou la soumission permanente au réel. L'idée légitimiste de la royauté doit se nourrir de ces principes féconds pour dégager un modèle politique lié à la continuité d'une tradition en même temps qu'harmonisé aux conditions des nouveaux âges. On dira simplement, pour esquisser d'un mot, qu'il ne suffit pas d'être royaliste, fût-ce avec la branche aînée, laquelle est un moyen, non une fin, pour mériter son attribut de légitime. La royauté ne peut être n'importe quelle monarchie. À cet égard encore, la scolastique thomiste nous propose une méthode d'approche des phénomènes naturels particulièrement souple, c'est la fameuse recherche dialectique, au sens médiéval et non hegeliano-marxiste du terme. Elle repose sur le dialogue, sur la confrontation la plus large d'opinions solides, qui sont autant de points de vue ouverts sur l'observation du réel. C'est le contraire d'un recueil de solutions toutes faites et paresseuses. La négation d'un conservatisme frileux et routinier. L'ordre naturel n'est pas donné. Il est à rechercher dans une nature toujours mouvante, à l'inépuisable complexité. Grand 8. Contenu doctrinal de la royauté légitime. 8.1. Principe de légitimité. La royauté légitime ne s'offre pas en panacée. Elle est une institution éprouvée par l'histoire, dotée d'un statut, d'une finalité, d'une méthode. C'est peu, mais c'est considérable. S'il fallait condenser en quelques propositions une sorte de contenu doctrinal essentiel, on pourrait citer, à titre d'exemple, la reconnaissance de l'origine divine du pouvoir, le respect de la morale naturelle, le souci de l'ordre et de la justice, dans ces deux espèces, distributive et corrective, l'observation réaliste de la nature sociale et le sens du dialogue qui s'y rattache, la distinction du spirituel et du temporel, et l'ordination de la politique à sa finalité naturelle du bien commun, la défense de la nation française dans son intégrité territoriale, comme cadre contemporain nécessaire à une revendication dynastique, l'application du principe de subsidiarité, riche d'effets pratiques, le rejet de la République, entendu comme non-royauté, le refus de la démocratie, qu'elle apparaisse sous sa forme classique et technique d'antithèse de la monarchie, ou sous sa forme moderne virulente de prétention totalitaire, à incarner le seul principe de légitimité admissible. Ce niveau de généralité abstraite peut décevoir. Il n'est pourtant pas sans portée, et reste celui où doivent s'exprimer les principes de la légitimité en tant que tels. Car il vise l'être et le permanent des choses, non l'accident et l'éphémère. Le reste est à chercher dans le dialogue des compétences. C'est le vaste champ de nos préférences subjectives que chacun reste libre de défendre par ailleurs. La diversité, à condition qu'elle soit vécue dans la charité et l'humilité, enrichit davantage qu'elle ne freine la recherche patiente de la vérité politique. Car il existe une vérité, n'en déplaise aux relativistes absolus, mais nous ne saurions l'enchaîner à notre drapeau une fois pour toutes, malgré ce qu'imaginent les dogmatiques. 8.2. Universalité du légitimisme comme étendard du droit naturel. On peut être légitimiste sans partager tous les articles d'un programme politique, fût-ce le nôtre, ou d'une foi religieuse, fût-ce la nôtre. N'amalgamons pas dangereusement la nécessaire doctrine et les passions de nos options libres. Sachons distinguer les plans pour mieux unir, selon l'heureux titre d'un livre discutable. Que cela plaise ou non, il est de fait qu'historiquement la royauté française fut catholique, qu'elle connut même une phase de cléricalisme augustiniste à une époque où l'Église, remplissant sa mission de suppléance, sauvegardait ce qu'il restait de civilisation en Occident.
Dans l'ordre de la foi, il existe des perspectives assez grandioses sur une mission divine de la France chrétienne, souvent rappelée depuis le baptême de Clovis, Gesta Dei per Francos. Mais s'il appartient sans doute spécialement aux légitimistes, admirateurs des rois très chrétiens, de le souligner, s'il n'est pas question de renier ce passé, encore moins d'en rougir comme nos clercs en mal de modernisme, il serait naïf et finalement maladroit de mêler les plans et de vouloir imposer politiquement à un peuple qui n'y comprend plus rien, des notions et un type de rapport avec le spirituel imaginé pour les besoins de la chrétienté médiévale disparue. Le risque en serait aujourd'hui d'exposer à un néo-cléricalisme gauchard, qui est une menace non négligeable. Aussi paraît-il beaucoup plus souhaitable, encore une fois sans rien renier des fins dernières, de nos préférences intimes, ou des actions proprement religieuses que l'on peut mener, d'accentuer l'autre plan, celui de la société politique naturelle, accessible comme telle à tous, et néanmoins ordonnée par le droit naturel. Grand 9. La légitimité permet la communion politique. La politique s'occupe de la cité des hommes. La commune adhésion au principe de la légitimité, signe de transcendance, mais non de fanatisme, permet précisément aux hommes de la cité une communion politique à défaut d'une communion religieuse. Il va de soi que la légitimité n'est pas un parti, même si l'obscurcissement des principes l'y métamorphosa pour son malheur au siècle dernier. Par suite, deux tâches principales semblent devoir nous solliciter en tant que légitimistes. La première est de rappeler en historiens et en juristes nos raisons pour la branche aînée contre les Orléans. Cette démonstration peut avoir l'énorme avantage de débloquer la situation du royalisme français, englué depuis la disparition du comte de Chambord, dans un orléanisme qui est une double impasse dynastique et doctrinale. Dynastique puisque le comte de Paris est en rupture avec la plupart des royalistes, en intelligence avec le régime installé, et que sa branche brise la tradition monarchique française. Doctrinale, puisqu'il est entaché d'équivoques révolutionnaires, et que la quasi-légitimité qu'il a eue, un instant, vocation historique de représenter, est aujourd'hui dépassée. La seconde tâche est de contribuer, avec nos moyens, au rappel, à l'actualisation et à la diffusion de la doctrine royaliste. Nous avons à sauvegarder et à cultiver un patrimoine traditionnaliste, pré-maurassien si l'on veut, trop oublié des autres royalistes. À regarder en deçà, mais aussi au-delà, en évitant de nous enfermer dans une chapelle d'initiés, de snobs, de fanatiques ou d'aigris. Et s'il est souhaitable d'enfoncer quelques clous, de faire œuvre pédagogique, d'enquêter, de discuter, d'échanger, il n'est pas pour cela nécessaire de ressasser des querelles vieilles d'un siècle ou deux, sauf à en montrer l'impact. Car un danger passéiste menace les traditionalistes, même s'ils n'ont pas de prise sur l'actualité, et peu de moyens d'en rendre compte, il leur appartient d'informer et de réfléchir sur le présent, à la lumière de ce qui le transcende. Bref, le légitimisme nous apparaît comme l'approfondissement d'une certaine idée de la royauté, chrétienne et sacrale mais non cléricale, moderne mais non moderniste, ferme sur les principes, mais accueillante et souple dans ses approches et son sens du dialogue. Un juste équilibre à chercher, qu'il faudrait ne pas rester seul à vouloir. La légitimité dont nous nous réclamons, avec d'autres, ne nous appartient pas privativement. Nous ne caporalisons pas. Nous ne sommes point des jacobins épris de centralisme monarchique. Nous n'avons ni mandat, ni vocation pour régenter un parti. Mais nous plaçons l'accent sur une clé du royalisme dont les diverses tendances pourraient tirer quelques jours profit, à condition d'accepter d'y réfléchir en toute bonne foi. Si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs, elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances.